Mon père, gêné par la tournure des événements, il n'aimait pas manquer à la parole donnée, informa la famille d'Aminou. Le destin en a décidé autrement, affirma-t-il, et magnanime, il proposa à Aminou de choisir une autre de ses filles. Zeytouna, ma demi-sœur, a juste quelques mois de moins que moi. Ou alors Jamila, oui, ma sœur de même mère. Elle a 1 an de moins et nous nous ressemblons comme 2 gouttes d'eau. Pourquoi pas elle? Ou alors n'importe laquelle des filles de mes oncles. Il y en a bien encore une dizaine à marier. Scandalisé et fou de colère, Aminou rejeta fermement la proposition d'échange. Accompagné de son ami Amadou, aussi déçu que lui, il insista pour voir notre père et le convaincre de revenir sur sa décision. Dès que celui-ci aperçut les jeunes gens, il grimaça, agacé, puis les apostropha. « Dis-moi, Aminou, voilà des jours que tu me harcèles avec la complicité de mon propre fils de surcroît. Je t'ai déjà dit ce que j'ai à te dire. Penses-tu que c'est en te comportant ainsi que je changerai d'avis ? Je t'ai suggéré de choisir une autre de mes filles. Dis-moi celle que tu voudras avant que je change définitivement d'avis. Tu fais honte à ton père et à toute ta famille. Je ne veux aucune autre de vos filles. J'ai demandé la main de Ramla et vous me l'avez accordée. Je n'ai rien fait de mal pour que vous repreniez votre parole. Mon frère avait déjà accordé sa main à un autre. Dis-toi tout simplement que le destin en a décidé ainsi. Je m'étais entendue avec Ramla. Ramla est ma fille et elle est bien élevée. Elle se mariera avec qui on lui dira. Mais enfin, Baba, coupa Amadou, le monde a changé. Les filles ont le droit. Fous-moi le camp. Petit insolent, je te vois venir toi aussi. Fais attention à toi, Amadou. Ça ne tourne pas rond dans ton esprit pour que tu me parles des droits des femmes? Où est passée ta pudeur, ta bonne éducation? Que veux-tu m'apprendre? De plus, tu oses me contredire? Quelle impolitesse, quelle impudence! Dégagez tous les deux à présent. Ça suffit ces bêtises. Toi, Aminou, mets-toi ça une bonne fois pour tout dans la tête. Tu n'épouseras pas Ramla. Oublie-la à tout jamais. Les jeunes gens, soutenus par quelques camarades, manifestèrent bruyamment dans toute la ville, scandant que le vieux devait avoir honte de disputer la fiancée promise à un plus jeune. Ils firent tant de bruit que mon oncle Ayetou se fâcha et envoya les plus agités en cellule pour calmer leur ardeur. Furieux du comportement d'Amadou, qui avait osé le défier publiquement, craignant que toute cette agitation ne froisse Aladji Issa et inquiet de la tournure des événements, mon père convoqua mes oncles Ayatou et Moussa et il me fit asseoir en leur présence au salon, à même le tapis, à côté de ma mère qui avait été convoquée, elle aussi. Consciente qu'elle n'était pas conviée pour une partie de plaisir, ma mère était si angoissée qu'elle semblait retenir son souffle, les lèvres pincées. Mon père, majestueux sur son canapé, d'une froideur implacable, nous dévisagea toutes les deux longuement avant de s'adresser à ma génitrice avec arrogance. « Dadiel, je ne te connais pas insoumise, d'où vient-il que ton fils ose me faire honte dans toute la ville? Et ta fille, il paraît qu'elle dit haut et fort, aimer son petit voyou. J'espère que je me trompe, Ramla. » Je ne dis mot et baissai les yeux, mais je me mis à pleurer en silence. Il continua. « Oseras-tu me défier, fille de rien? Oseras-tu humilier mon frère pour sa magnanimité de t'avoir trouvé un homme qu'au fond tu ne mérites pas ?» fit-il en haussant la voix, très en colère. Voilà le résultat de laisser des filles trop longtemps sur le banc de l'école. Elles se sentent pousser des ailes et se mêlent de tout. Le mariage n'est pas une question de sentiment. Au contraire, c'est d'abord et avant tout l'alliance de deux familles. C'est aussi une question d'honneur, de responsabilité, de religion et j'en passe. Mon père avait toutes les peines du monde à masquer sa colère. Il avait bien marié une dizaine de filles sans accroc. Alors, ma révolte, quoique discrète, l'irritait profondément. Une exaspération d'autant plus grande que les enjeux de ce mariage allaient au-delà d'une simple union maritale. Il continua à l'attention de ma mère.
Si jamais ta fille ou ton fils prononce encore un seul mot de travers, je te répudie. Non, sur la tête de mes frères ici présents, je te répudierai plutôt 3 fois qu'une. Je pense avoir été plus que patient jusqu'ici. Est-ce que c'est clair ? Je t'en conjure, Haladji, ce n'est vraiment pas ma faute. J'ai parlé aux enfants autant que j'ai pu. Ils ne m'écoutent pas, tout simplement. Mon oncle, très tendu, se leva et renchérit. S'ils n'écoutent pas leur mère, c'est que ce sont des enfants maudits. Ramla, si jamais une seule parole négative à l'encontre d'Haladji Issa franchit tes lèvres, je viendrai moi-même t'apprendre la pudeur et la retenue qui conviennent à une fille bien élevée. Espèce de petite ingrate, as-tu déjà manqué de quelque chose? Qui t'a inscrite à l'école? Tu ne te rends même pas compte qu'à cause de ton comportement et de celui de tes voyous d'amis, tu mets en péril mes affaires et celles de ton père. Toi qu'on disait intelligente, tu veux que les impôts nous tombent dessus si cet homme politique se fâche? Tu veux que ce principal fournisseur refuse de nous livrer? Tu veux peut-être même nous voir ruinés? Non, fis-je d'une voix à peine audible, sentant mes convictions se dérober. Alors, je te somme de te comporter en fille digne. Je t'envoie ce soir mon employé avec quelques albums de meubles à choisir. J'espère que tu sauras coopérer et prendre les plus belles choses pour ta future maison. Je ne veux pas que tu aies triste mine devant ta future coépouse. C'est moi qui t'offre tous les meubles de ton mariage. Maintenant, tu peux y aller. Je tortille sans un mot, laissant ma mère recroquevillée dans un coin. Derrière moi, j'entendais mon père et mon oncle lui adresser des semonces. Désormais, elle paierait le moindre de nos faux pas. C'était le pire chantage qu'il pouvait faire à mon frère, Amadou et à moi. Échec et mat, c'était fini. Je l'avais compris. Aminou s'enfonça dans la déprime. Il ne mangeait plus, ne se lavait plus et traînait à longueur de journée une mélancolie qui n'en finissait plus. Effrayé à l'idée que son fils puisse prendre la raison, son père le renvoya en Tunisie. Quant à Amadou, on le somma de se taire une bonne fois pour toutes, sous peine de retourner en cellule et cette fois pas pour une journée. De toutes les manières, il n'aurait pas pu se risquer à faire répudier notre mère. Nous sommes en effet témoins tous les jours des injustices que subissent nos frères dont les mères sont répudiées pour ne pas mettre nos plus jeunes frères consanguins dans la même situation. C'était fini. Aminou était parti et je suis restée seule devant la perspective d'un mariage avec un inconnu. Seule avec mon angoisse. Seule avec mes larmes, il ne me restait plus qu'à pleurer mes illusions perdues. Et ma mère ne cachait pas sa rancœur à l'encontre d'Aminou, qui avait non seulement détourné du droit chemin son fils, mais aussi dérangé l'esprit de sa fille. Elle lui inventait tous les défauts. C'était un coureur de jupons, et forcément il buvait et fumait. Du coup, Haladji Issa possédait toutes les qualités. Il était riche, j'aurais tout ce que je désirerais. C'est un politicien, je serais respecté et considéré. Il était plus âgé, je le manipulerais d'autant mieux. Il avait une femme et des enfants, il serait plus sérieux. À longueur de journée, je n'entendais plus parler que de mon prochain mariage. J'étais harcelée de toutes parts. Jamais de toute ma vie je n'ai été aussi seule. L'étau se resserrait autour de moi. Personne ne prenait la peine de me demander si j'étais heureuse ou malheureuse. La seule chose qui leur importait, c'était cette cérémonie extraordinaire qui devait aller avec tout un mariage digne de ce nom. L'excitation gagnait tous les quartiers de la ville. J'étais la nouvelle coqueluche de Maroua, la plus convoitée des filles. J'étais parvenue à rendre fou d'amour un homme réputé pour sa richesse, sa rigueur et son exigence envers les femmes. J'avais même réussi le double exploit de le rendre polygame, cet inconditionnel monogame. Et plus spectaculaire encore, j'avais pu le distraire de cette épouse farouche et possessive qui, selon la rumeur, était une cliente fidèle de tous les marabouts de la ville
et même de plus loin encore. Bref, je passais pour une héroïne. En catimini, les femmes de la famille me parlaient du mariage comme d'un devoir auquel on ne pouvait échapper. Et si, par malheur, il m'arrivait encore d'évoquer l'amour, elles me traitaient de folle, me disaient que j'étais égoïste et puérile, que je manquais de cœur et n'avais pas le sens de la dignité. J'étais belle, ce n'était pas à moi de courir vers mon futur mari, c'était plutôt à lui de tout faire pour me mériter. Ma tante me répétait tous les jours « N'épouse pas qui tu aimes, épouse celui qui t'aime si tu veux être heureuse. » Plus personne ne me menaçait, tout était dit désormais. On attendait de moi que je sois digne et que je me plie à nos traditions. Je n'étais même plus un problème, je devais obéir tout simplement. Ni mon père et encore moins mon oncle ne pensèrent à me dire autre chose. Ils avaient tout simplement fixé une date, la date qui devait m'enchaîner à vie. C'est Gogo Néné qui m'en informa. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas riposté. J'étais déjà morte à l'intérieur. J'avais de la chance, me dit-elle en souriant. Elle était déjà très longue, la liste des prétendants que j'avais éconduits. J'avais failli finir vieille fille. C'est dans l'ordre des choses que les pères choisissent l'époux de sa fille. Cela s'était passé ainsi pour mes 6 grandes sœurs, pour mes cousines, pour ma mère et même pour elle, ma tante. Je n'étais pas différente, je devais marcher dignement comme toutes les autres avant moi. Une fois encore, j'avais de la chance. On me laissait le temps de me présenter à mon examen. On me laissait la chance d'avoir un diplôme, même s'il ne servirait à rien. Au moins aurais-je la vanité de me dire diplômée. Le mariage aurait lieu immédiatement après l'examen. J'avais de la chance. Mon père et mon fiancé tenaient compte de mes ambitions. J'avais vraiment de la chance, répéta ma tante Néné. La date de mon mariage fut fixée pour les prochaines vacances, le même jour que celui de ma sœur hindoue, avec Moubarak, notre cousin. En attendant, je pouvais continuer d'aller au collège et de préparer mon examen. La date du mariage fixée, je traînais à longueur de journée une lassitude et un mutisme dont rien ni personne ne pouvait venir à bout. Je ne mangeais plus, je ne riais plus, je maigrissais à vue d'œil et c'est sans conviction que j'ai passé mon examen et dans une totale indifférence que j'ai appris mon succès. Les préparatifs du mariage ont alors commencé. Une femme est venue spécialement du Tchad aux frais de mon fiancé. Elle a commencé par m'épiler complètement à la cire. Matin et soir, elle recouvre mon corps entier de dilké, à base de pommes de terre, de riz, d'huile et de parfums capiteux. Cette pâte noire et humide, à l'odeur tenace, sert de gommage. Après une demi-heure de pause, elle me masse longuement avant de m'enduire tout le corps d'une huile végétale parfumée au clou de girofle et jaunie au curcuma. Dans un autre contexte, je prendrai plaisir à ces soins. Ensuite, la femme a mis de la braise dans un récipient, l'a recouvert de morceaux de bois d'acacia réservés à cet usage et m'a obligée à m'enfoncer durant 1 heure. Recouverte d'une épaisse couverture, je transpire énormément dans la chaleur horrible de ce sauna improvisé qui est censé rendre ma peau plus lumineuse et mon teint plus clair. Un rituel hérité du Soudan via le Tchad. Séquestrée dans la chambre de ma mère, je dois rester cachée. Mon esthéticienne très joviale me flatte sans cesse. Vraiment, Ramla, quelle beauté! Ta peau est de plus en plus douce et ton corps embaume. Même ta sueur, pendant des mois, continuera à sentir le bois d'acacia et de santal. Aladji Issa ne pourra résister, tu verras. Il t'offrira tout ce qu'une femme peut désirer. Ta coépouse aura de la peine à te faire concurrence. Si elle trouve même le courage de rester, oui, ma fille, c'est moi qui te le dis. Croisant mon expérience, il sera comme un jouet entre tes mains. Tu seras heureuse.
Je ne réponds pas. Que puis-je dire à cette étrangère qui me considère comme la 8e merveille du monde, pour qui épouser un homme aisé est le summum du bonheur? Comment lui faire comprendre sans la blesser que je me fiche de cet homme? La veille du mariage, elle achève son travail en passant une journée entière à tatouer sur mes bras, mes jambes, mon buste et même le dos des motifs au henné noir. Sur ma peau claire, les dessins sombres offrent un bel effet. Elle ne manque pas ici à là d'ajouter les initiales de mon futur promis. Elle n'est pas la seule à me préparer au mariage. Mon père y participe aussi d'une autre manière. Il apporte pour mon bain des écorces censées me protéger du mauvais œil, des gadets supposés me donner du charme, des feuilles à encenser pour me protéger des djinns. Il invite des marabouts à écrire des milliers de versets coraniques sur des planchettes qu'on lave ensuite, et je bois cette eau bénite sous la stricte surveillance de ma mère afin de me rendre agréable à cet époux dont je ne veux pas et de me protéger de cette coépouse qu'on m'impose. 2 jours avant la date fatidique, je tente un dernier recours auprès de ma mère venue me tenir compagnie. Didi, si vous m'obligez à l'épouser, je me suiciderai. Si tu te suicides, tu iras droit en enfer, et si tu continues à faire la tête, je te jure que je ferai une crise. Je vais mourir et ce sera de ta faute. Au mieux, je serai répudiée. C'est ce que tu veux, si encore il ne s'agissait que de moi. Mais tes petits frères, tes petites sœurs, ils sont trop jeunes pour vivre sans protecteur dans ce repère de loups. Es-tu prête à les sacrifier juste pour ton soi-disant bonheur? On ne t'envoie pas en enfer, Ramla. Bien au contraire, tu vas épouser un homme auprès duquel tu ne manqueras jamais de quoi te nourrir, de quoi t'habiller, et tu auras plus de biens que tu ne pourras en désirer. Regarde ta demi-sœur, Maïmouna. Son époux peine à assurer le nécessaire et elle doit encore attendre que votre père la nourrisse et l'habille. C'est ça que tu veux vivre? Jamais je ne te laisserai affronter la pauvreté. Tu ne me comprends pas, mère, je voulais dire. Elle m'interrompit d'un geste de la main, baissant encore plus la voix. Un pli sévère barre son front encore lisse. Tu dois savoir une fois pour toutes que tes décisions n'influent pas que ta vie. Grandis, nom de Dieu, cela s'est passé de la même manière pour moi, pour tes tantes, pour toutes les femmes de la famille. Que veux-tu prouver? Déjà, tes jeunes sœurs risquent de ne plus être inscrites à l'école par ta faute. Tu as réussi à donner une idée négative de l'instruction par ton comportement. Ressaisis-toi, Ramla, estime-toi heureuse de ton sort et remercie plutôt Allah de ne pas te donner pire destin. Préfères-tu épouser ton cousin Moubarak, ce voyou? Bien sûr que non, dis-je d'une petite voix, parce que crois-moi, la mère d'Hindou, elle serait prête à tout pour que ce soit sa fille qui devienne la femme d'El Hadji Issa. Pourquoi veux-tu à tout prix